Le terrorisme instrumentalise la religion. Et en conséquence, il faut répondre à cette instrumentalisation de la religion par un discours religieux. Ce numéro est consacré à la seconde partie sur le rôle de la culture dans la prévention et la résolution des conflits. D'abord, la culture, c'est de la production de sens. Et cela est très important parce qu'on peut aussi penser les crises sahéliennes comme étant des crises de sens, des crises de compréhension de la complexité de la société, des crises du sens à donner à la vie en société, en particulier chez les jeunes, mais aussi chez les élites politiques, même intellectuelles, voire religieuses. Il faut le rappeler, la culture, c'est d'abord des idées. C'est d'abord la production d'idées. La production d'idées pour produire du sens. Et le sens, c'est d'abord du sens rationnel. Et qui dit sens rationnel appelle donc le rôle des universités, le rôle des centres de recherche, le rôle des intellectuels. Pour faire face à cette crise multiforme, on doit avoir des contingents d'universitaires, d'intellectuels, d'érudits qui sont engagés par leur travail, par leur science, à produire une bonne compréhension de cette crise, une compréhension panoramique, une compréhension profonde et suffisante de cette crise pour ouvrir les voies à l'action efficace contre la crise terroriste. Cela dit, il faut noter aujourd'hui un grand paradoxe qui saisit ces sociétés sahéliennes. C'est tout à fait paradoxal que ce soit au moment où on a le plus besoin d'efforts intellectuels pour comprendre de manière profonde, de manière suffisante, cette crise que nous affrontons, que ce soit en ce moment que la société, ou en tout cas une partie de la société, veut donner dos aux idées, à la réflexion, en particulier à la réflexion scientifique. On peut aussi comprendre ce paradoxe comme étant également une situation dans laquelle on a peur. On a peur du réel, on a peur de la gravité du réel, on a peur de la complexité du réel. Parce que vis-à-vis d'un réel grave, dramatique, on cherche la simplicité, on cherche le raccourci. C'est donc un comportement humain, mais encore une fois, ce comportement est contre-productif. Produire du sens, c'est également produire du sens religieux, produire du sens spirituel. Le terrorisme instrumentalise la religion. Et en conséquence, il faut répondre à cette instrumentalisation de la religion par un discours religieux. C'est ce que des pays comme l'Algérie, la Mauritanie ont compris en faisant, pour le cas de la Mauritanie, de l'axe de la culture et de la religion, le quatrième axe stratégique de leur stratégie de contre-terrorisme. Donc un pays qui investit dans des érudits de l'islam, dans des religieux, dans des imams, dans ce qu'on appelait des oulémas, pour faire en sorte que la jeunesse soit gagnée à un islam de tolérance, pour déradicaliser la société, pour affronter les thèses extrémistes, fondamentalistes qui travaillent le corps social. La production de sens, c'est aussi du sens émotionnel, d'où le rôle des artistes, d'où le rôle des créateurs d'émotions pour faire en sorte que la société soit sauvée. Le projet terroriste est un projet d'extrémisation de la société, de violence vendue à la société. Par ce sens émotionnel, par les émotions, par la science, mais aussi par la religion, par le spirituel, on peut concourir à sauver la société, à sauver les jeunes en particulier de cet ensauvagement de nos sociétés. Comme le dit l'acte fondateur de l'UNESCO, les guerres naissent dans l'esprit des hommes. C'est donc dans l'esprit des hommes que doivent être érigées les défenses de la paix. Et l'esprit des hommes est travaillé par les chercheurs, par les intellectuels, par les artistes, par les religieux. La culture peut être également une ressource stratégique pour nous rassembler, pour créer du lien. Et la culture est ce formidable lien, ce lien qui permet de ressouder la communauté nationale, de reconstruire la vie en communauté. Le terrorisme attaque ce que nous avons de plus beau, de plus succulent, de plus cher, c'est-à-dire des sociétés ouvertes, des sociétés multiples, multiculturelles, des sociétés de tolérance. Il faut donc répondre à cette attaque de notre identité, à cette attaque de notre culture, par la culture, par de la littérature, par de la poésie, par de la musique,
par la radio, par la télévision, par le cinéma, par le digital, par l'Internet. Il faut répondre par tous ces moyens de la culture pour préserver ce que nous avons de plus authentique, c'est-à-dire cette mosaïque de communautés. Pas que nous étions des sociétés candides, pour reprendre un mot de l'écrivain sénégalais Elgas, mais nous sommes des sociétés qui avons toujours réussi à préserver cette multiplicité, à préserver cette pluralité. La culture peut par ailleurs constituer une ressource stratégique, cette fois-ci pour nous revigorer, nous renforcer, nous sustenter, pour réhabiliter des âmes éreintées, pour réhabiliter des âmes meurtries. C'est le sens de ce qu'on appelait le théâtre d'intervention sociale de l'immense Jean-Pierre Guimanet. Aujourd'hui, ses héritiers, Étienne Minougou, mais aussi Aressir Tagnarda, mais aussi Paul Zungrana, ils continuent ce travail par le théâtre pour réhabiliter des populations dévastées qui ont fui la violence, des populations déplacées au Burkina Faso. Ce travail de la ressource de la culture pour réhabiliter les communautés est également le formidable travail que fait Carole Karemera au Rwanda avec le centre Ishio. Elle et ses collègues, comment ils font par la culture un travail pour enthousiasmer, revigorer, redonner vie à une jeunesse en plein essor, à un pays en pleine construction. Peut-être qu'aujourd'hui au Sahel, la contribution la plus importante que la culture puisse avoir, peut-être que c'est de nous rassembler, c'est de nous permettre de nous parler, c'est de nous permettre de nous retrouver ensemble pour inventer les modalités d'un consensus national, les modalités de l'unité pour faire face à la crise. Comment nous parler franchement, comment nous entendre, comment nous écouter, comment nous construire collectivement, comment reconstruire le pacte national. Une démarche culturelle peut être une démarche importante. Et pour cela, la culture doit être d'abord une démarche contre les postures extrêmes, contre les positions extrémistes dans la société. Et pour illustrer ce propos de la culture démarche, ouverture, lutte contre les extrêmes, je vais donner l'exemple de la reconstitution de la colonie de Haute-Volta. Dans le cadre de cette bataille, un acte politique, mais éminemment culturel et symbolique, retient mon attention. Le Mogo Naba, le roi des Mossé à Ouagadougou, dont on connaît le différend historique multiséculaire avec le roi du Yatenga, ils ne devraient pas se rencontrer, ils ne doivent en principe jamais se rencontrer selon la coutume, viole cet interdit de la coutume et fait une démarche vers le roi du Yatenga. Il va donc au Yatenga, dans le royaume rival, et rencontrer le roi du Yatenga pour le supplier de rejoindre la cause de la reconstitution de la Haute-Volta. Pourquoi cette démarche me paraît importante? Parce qu'elle est une rupture dans la tradition. Ça me paraît être symbolique. Parce que la réception qui en a été faite par le roi du Yatenga a été de considérer que si le Mogo Naba peut aller jusqu'au Yatenga et se prosterner devant le roi du Yatenga, qu'est-ce que le roi du Yatenga pourrait-il lui refuser? Cette démarche d'ouverture, cet acte symbolique a été très important pour renforcer l'unité du Burkina Faso, de la Haute-Volta pour sa reconstitution. Soyons clairs, soyons précis, la culture ne peut pas tout. Elle n'est pas nécessairement humanisme. Il y a donc des conditions dans lesquelles la culture peut aider à produire de la paix, à préserver la sécurité, à produire de l'humanisme. Pour que le grand potentiel de la culture se révèle, ce n'est pas par la défense corporatiste de la culture, bien au contraire. Il ne s'agit pas non plus de déclamations naïves sans justification, comme si la parole se suffisait pour régler le problème, non. Parce qu'on entend par-ci, par-là, la culture est la solution, sans justification, y compris des fois avec une conception naïve, folklorique de la culture qui l'essentialise dans la coutume, dans les traditions, voire dans l'occultisme. Les parentés, les alliances à plaisanterie ont servi hier, servent encore et peuvent encore servir. Il s'agit de véritables technologies sociopolitiques d'humanisation, de socialisation, de civilisation, de pacification de nos sociétés. Mais il faut bien se rendre compte que dans certains contextes, ces technologies semblent limitées, dépassées, voire inopérantes. Ces technologies d'humanisme sont un héritage. Nous avons donc le devoir de les conserver, de les revigorer,
de les renforcer, voire de les dépasser. C'est dans l'invention, c'est dans le mouvement de la création que nous rendrons le plus bel hommage à nos illustres ancêtres. Et là, j'emprunte l'image à Souleymane Bachir Diagne. La culture a une part vive, incandescente, dynamique, bouillonnante, faite de nouveau, de recherche de nouveau, d'ouverture, d'erreur, mais aussi de négation du passé pour le dépassement, pour la création du nouveau. La culture n'est pas la solution. Elle peut raisonnablement être une solution, elle peut raisonnablement avoir une contribution importante. La culture envisagée comme une ressource indéfiniment renouvelable, selon les mots de Kizerbo, une ressource qui se renouvelle, qui est indéfiniment renouvelable et qui ne meurt que précisément quand on la fige, quand on arrête le mouvement qui la porte. La culture envisagée comme telle peut être une ressource importante. La culture surtout envisagée comme une démarche, comme une attitude, comme une sorte de savoir-faire, une sorte d'ouverture, une sorte d'élan, peut être décisive dans une contribution pour résorber les crises dans les sociétés sahéliennes, mais en général dans les sociétés du monde. En 2004, Joseph Ney, le penseur américain, a écrit ceci. C'est l'impossibilité à utiliser la puissance douce, le soft power, de manière efficace qui affaiblit l'Amérique dans sa lutte contre le terrorisme. Et d'ajouter, pour que l'Amérique remporte cette guerre, ses dirigeants doivent réussir à combiner la puissance douce, le soft power, à la puissance dure, le hard power, pour produire une puissance intelligente, le smart power. Mais entendons-nous bien, comme le précise l'auteur américain dans sa déclaration de 2004, la puissance douce américaine, le soft power, n'attirera jamais Oussama Ben Laden et les extrémistes. Seul le hard power, la puissance dure, peut négocier avec eux. Mais le soft power jouera un rôle majeur en attirant les modérés et en empêchant les extrémistes de rassembler de nouvelles recrues. Et si cela est vrai pour la première puissance militaire au monde, cela l'est davantage pour les États dans les sociétés fragiles du Sahel, mais aussi dans leurs voisins côtiers et en gros dans tous les pays au monde. Seul le feu militaire peut traiter les cibles les plus enivrées par l'extrémisme. Mais pour une bonne part des groupes terroristes, il est bien possible d'endiguer le recrutement par une utilisation intelligente de la culture et des autres moyens du soft power. Le terrorisme est une malice. La lutte contre le terrorisme est une lutte extrêmement difficile, complexe, épuisante, par moments même désespérante. Il s'agit de l'un des défis les plus importants auxquels le monde fait face, en particulier le monde sahélien, le monde africain. Dans ces conditions, toutes les armes doivent être utilisées. Toutes les armes sont valables. Il faut donc armer la lutte par une démarche équilibrée qui ait recours au pied du soft power et au pied du hard power, qui ait recours au pied du hard power et au pied du soft power, qui ait recours donc au bâton, mais également à la parole. C'est tout pour ce numéro des clés du développement. On se retrouve la semaine prochaine pour une thématique tout aussi passionnante et trait au développement africain.